Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En pleine nature. En pleine nature, c'est votre magazine qui explore l'écologie et l'environnement et sous toutes ses formes. Aujourd'hui, En pleine nature s'intéresse à la surexploitation des ressources halieutiques. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Ahmed Diadjou. Il est le directeur du CROD, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, département ISRA en charge de la recherche halieutique et aquacole. Dr Ahmed Diadjou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Beng, bonsoir chers téléspectateurs. Merci Dr Ahmed Diadjou. Nous sommes également avec Monsieur Mamadou Thioune Baye-Khali. Il est le membre du HCCT. Encore, il est membre du Comité national de dialogue social de la pêche et aquaculture. Monsieur Mamadou Thioune Baye-Khali, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Marème, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tous les Sénégalais et de l'extérieur qui suivent cette émission. Nous sommes très contents de cette opportunité qui nous est offerte pour pouvoir dialoguer dans une dimension écologique et d'exploitation durable de nos ressources. Merci beaucoup, honorable Thioune Baye-Khali. Au Sénégal, de plus en plus, la surexploitation des ressources halieutiques inquiète les populations. De l'exploitation du petit pélagique, en passant par les ressources démersales côtières, les populations ont du mal à accéder à cette ressource halieutique qui est très importante pour leur survie, mais également pour l'économie sénégalaise. Alors, cette forte pression sur cette ressource entraîne une diminution, bien une très forte même diminution de la biomasse de ces espèces. Nous allons voir Dr Ahmed Diadjou. Quand on parle de la surexploitation des ressources halieutiques, on fait allusion à quoi? Quand est-ce qu'on doit dire qu'une espèce est surexploitée? Merci Madame Beng, merci Marem. Je pense que c'est important quand même de revenir sur la notion de surexploitation. La notion de surexploitation obéit à des termes, à quelque chose de bien codé. On parle de la surexploitation des ressources halieutiques lorsque le renouvellement de la ressource ne permet pas son exploitation optimale. Vous avez compris. C'est-à-dire que lorsque les quantités de poissons que vous prélevez sont largement, ne permettent pas à l'espèce de se reproduire correctement pour pouvoir se renouveler et pour produire un potentiel qui puisse être, qui peut être exploité de façon soutenue. Donc ça, c'est important, c'est une notion importante à soutenir, à comprendre. Donc la surexploitation, il y a des méthodes scientifiques qui permettent d'établir qu'une espèce est surexploitée ou non. Évaluer donc le niveau d'exploitation des ressources à partir des connaissances scientifiques. Qui est du ressort du CROD, oui, le Centre océanographique de recherche de Dakar-Thiaroye. Donc, ce qui nous fait dire à M. Mamadou Thioune Baye-Khali, honorable, nous voudrions savoir également, quand on parle au niveau de la pêche artisanale, qu'il y a des espèces qui sont surexploitées. Quand est-ce qu'on ressent cette surexploitation au niveau des débarquements ou bien au niveau de la pêche artisanale en général? Merci Mariam. Le contexte dans lequel aujourd'hui vous exposez les questions de surexploitation et de surcapacitation, c'est un contexte qui est favorable parce que nous sommes dans une turbulence et nous n'arrivons pas à comprendre où est-ce que nous en sommes avec l'avis scientifique. Alors, le problème, il est tellement important que pour parler de surexploitation, il faut avoir des avis scientifiques. Mais la pêche artisanale avec des savoirs empiriques, des connaissances traditionnelles, ne pourrait exprimer un constat établi sur une simple mesure sans un avis scientifique. Donc, il est indissoluble de la vision des scientifiques de dire qu'il y a surexploitation, surcapacité. Cependant, nous constatons des revers sur les débarquements de moins en moins, sur un effondrement des stocks de par les modèles de pêche qu'on avait évolué en son temps et qui rapportaient beaucoup plus qu'en ces périodes même où nous sommes et à ces mêmes moments où il y avait abondamment de poissons. Il est aujourd'hui constaté une raréfaction, une disparité même si je veux dire. C'est parce qu'il y a quand même quelque part où ça cloche. Alors c'est pour vous mettre aujourd'hui sur la ligne qu'il n'y a pas
aujourd'hui de développement sans la recherche. Mais nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de durabilité, bien que le poisson soit renouvelable, mais il n'est pas inépuisable. Donc nous devons nous accrocher à des habits scientifiques et mettre en priorité les scientifiques, la recherche, comme la boussole pour pouvoir gérer ou en tout cas gouverner cette surcapacité et redresser la situation. Donc, prendre la recherche comme une structure qui nous permettra de structurer ou bien de gouverner, également prendre l'avis des scientifiques qui est primordial pour l'évaluation des stocks, pour aussi la gestion durable de ces ressources. Ce qui est important, M. Mamadou Thioune Baye Khali. Alors, docteur Ahmed Diadio, nous savons que la recherche se charge de l'évaluation même de ces stocks. Comment se passe l'évaluation de ces stocks? Parce qu'avant de parler de la surexploitation des ressources halieutiques, il y a des indices, il y a des méthodes qui nous permettent de savoir que ces espèces sont surexploitées et qu'on doit prendre des mesures par rapport à certaines espèces. Pour travailler sur l'état de la ressource, les scientifiques mettent en œuvre, utilisent deux méthodes principalement. Nous utilisons les méthodes directes qui consistent à utiliser le navire de recherche pour étudier les potentialités de pêche au niveau des différentes zones du territoire, le long du littoral. Mais nous utilisons également les méthodes indirectes qui sont basées sur la collecte des statistiques que nous faisons le long du littoral au niveau des principaux ports de débarquement de la pêche artisanale et industrielle. Ça, c'est important. Ces données mises ensemble permettent de travailler sur des scénarios pour expliquer l'état de la ressource. Et ça, nous le faisons depuis plusieurs années. Ensuite, madame, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. La ressource halieutique ne connaît pas les frontières. Nous avons certaines ressources que nous partageons avec des pays qui migrent. La Mauritanie, par exemple. C'est le cas de la plupart des pélagiques. La plupart des pélagiques, les sardinelles que vous entendez, des trucs, c'est des stocks que nous partageons avec d'autres pays. Le stock de sardinelles que nous avons aujourd'hui, nous le partageons avec la Mauritanie, nous le partageons avec la Gambie et un peu peut-être même pour une partie du Maroc. Ouais. Donc ces stocks-là, nous ne pouvons pas avoir une bonne gestion de cette ressource-là si on ne met pas ensemble nos données scientifiques avec ces institutions de recherche de ces pays qui travaillent également sur la ressource. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, ce qu'il est très utile, important de souligner également devant mon ami et frère Thioune, c'est que la recherche halieutique, madame, coûte cher. Aujourd'hui, Dieu merci, au niveau de notre pays, nous avons les compétences. Machallah, la plupart des pays de la sous-région ont appris chez nous. Ils ont appris chez nous. Mais pour aller de l'avant, il nous faut des moyens. On a besoin des moyens. Nous avons besoin des moyens pour collecter des statistiques sur le terrain. Nous avons besoin des moyens pour pouvoir envoyer le bateau sur le terrain, faire nos campagnes d'évaluation. C'est essentiel. Donc on peut dire que le Sénégal est en avance sur la recherche scientifique, mais une recherche scientifique qui nécessite vraiment des moyens. C'est sur ce que nous allons lancer un reportage sur le CROD, le Centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye, sur l'importance de ces recherches et comment se fait l'évaluation même de ces stocks au niveau du CROD. La surexploitation des ressources halieutiques a atteint un niveau inquiétant au Sénégal et pour promouvoir des politiques et des plans de gestion qui assurent l'utilisation rationnelle et durable des stocks, des évaluations sont effectuées chaque année par le CROD, le Centre de recherche océanographie de Dakar Thiaroye, qui renseigne sur l'état des stocks. On se réfère sur deux références biologiques pour se prononcer sur l'état d'un stock. On se base sur ce qu'on appelle la production maximale équilibrée et la mortalité par pêche. Si, par exemple, la biomasse de l'espèce a fortement diminué, significativement diminué, ou bien la mortalité par pêche est très très élevée, il y a des références. Il y a un niveau à laquelle
on peut dire que telle espèce elle est en état de surexploitation. Et ceci grâce à des méthodologies qui varient d'une espèce à une autre. Pour les thons, par exemple, qui sont des espèces hauturières, chaque année, ça dépend. Parce que là-bas, ce sont les, comment dirais-je, les gestionnaires qui décident. Parce que chaque année, il y a une réunion annuelle où le comité scientifique permanent, suivant les directives de ces commissionnaires, peuvent organiser des évaluations suivant les groupes d'espèces. Les petits pélagiques, des espèces très prisées au Sénégal, jouent un rôle de filet de sécurité alimentaire, mais de plus en plus, une exploitation irresponsable et des actions anthropiques sont en train de menacer gravement l'existence de ce socle de l'économie halieutique sur nos côtes. Ces ressources sont les principales ressources dont on dispose au Sénégal. À l'intérieur même de ces ressources, il y a quand même une proportion assez importante que les sardinelles occupent là-dessus. Il est important qu'on sache que pratiquement, très souvent, on peut dire jusqu'à 40% des ressources qui sont estimées durant les campagnes que j'ai l'honneur, disons, de conduire ici au Sénégal, c'est constitué de sardinelles. Docteur Ahmed Diadjou, nous venons de suivre ce reportage sur le rôle joué par le CROD, le Centre de recherche océanographique, sur la préservation des ressources, mais également les méthodes utilisées pour faire l'évaluation de ces stocks. Comment est-ce que vous voyez ce reportage et quels sont les critères pour faire une évaluation de ces stocks? Merci Madame Meng. Nous avons vraiment le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye fut un centre de référence pour la recherche halieutique en Afrique au sud du Sahara dans les années 74. De 74 à pratiquement, je peux dire, aux années 2000. Nous avons travaillé avec la coopération française. Nous étions avec l'OSTOM, qui est devenu l'IRD par la suite. La plupart des chercheurs seniors travaillent sur l'évaluation de la ressource, ont été plus ou moins en contact avec ce personnel senior expatrié qui a eu à nous encadrer, dans l'évaluation de la ressource. Mais quelle est l'importance de cette évaluation de cette ressource? Avec l'évaluation des stocks, peut-être c'est important de vous expliquer qu'est-ce qu'on tire comme information importante des évaluations de la ressource. Lorsqu'on fait les évaluations de la ressource, c'est un peu pour mesurer les potentiels, les niveaux de potentiel, les potentialités de pêche. C'est à partir des potentialités de pêche que vous savez que les quantités de poissons disponibles que vous avez au niveau de vos eaux, ce que vous pouvez donner et ce que vous ne pouvez pas donner. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est des informations scientifiques qui servent à la gestion et à l'aménagement des pêches. C'est très important. C'est très important. Quand on va négocier des accords avec des pays tiers, bon, on peut gagner en ayant une bonne connaissance des potentiels dont on dispose. C'est comme si aujourd'hui vous voulez aller vendre sur le marché quelque chose, vous allez vendre quelque chose, vous avez besoin de savoir ce que vous pouvez vendre, ce que vous ne pouvez pas vendre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, ça vous permet de pouvoir jauger l'état de la ressource, comment la ressource évolue. Parce que comme on l'a dit tantôt, l'honorable Tchoun l'a dit, mais vous êtes devant les ressources halieutiques, c'est des ressources vivantes. Ouais. Il y a des hauts et des bas. En dehors de la pression de pêche, vous avez les impacts des changements climatiques et d'autres impacts et d'autres phénomènes qui impactent les pêcheries. Donc vous avez besoin, à un certain niveau, très rapproché, de pouvoir, à chaque fois que l'occasion se présente, pouvoir disposer, faire une photographie succincte de l'état de la ressource pour pouvoir éclairer les décisions de gestion. Une photographie succincte de l'état des ressources. Voilà. On parle souvent, honorable Tchoun Baye-Khali, de la raréfaction des ressources, également de l'effondrement de ces stocks. Quelles sont les conséquences de cette surexploitation des ressources sur la pêche en tant que telle? Vous l'avez évoqué, quand il y a surexploitation, il y a un effondrement. Quand il y a surcapacitation, il y a même la disparité de ces fonds. Aujourd'hui, je dirais que le poisson est renouvelable. Les pays du Nord avaient du poisson comme nous.
Mais ils ont eu l'effondrement des stocks. Et quand on doit parler aujourd'hui d'accords de pêche, c'est que nécessairement il y a un excédent. Quand il n'y a pas d'excédent, vous ne pouvez pas signer des accords de pêche. Et pour parler d'excédent, il y a une mesure. Et qu'il s'agit de la mesure, c'est la recherche. Donc c'est pour ça que je mets l'accent, pour ne pas tâtonner, que si la recherche me fournit des résultats de sa recherche, je peux statuer sur les questions d'aménagement, sur les questions de cession et de concession même, parce que nous avons des quotas comme tous les autres pays. Aujourd'hui, la zone exclusive sénégalaise nous donnait beaucoup plus de possibilités d'accords de pêche parce qu'il y avait un excédent de produits. Il n'y en a plus, nous ne pouvons pas faire des accords commerciaux. Aujourd'hui, nous partageons des espèces où le Sénégal a une cotation de 55 000 tonnes sur le temps. Et ça, c'est des espèces qui ne sont pas fixées en mobilité et qui répondent à la nationalité des pays de passage. Nous ne pouvons le savoir que lorsque la recherche aura fourni des données. Et quand je parle de la recherche, c'est que le CROT qui va parler au Sénégal va représenter l'ensemble des chercheurs autour de cette institution. C'est pour ça que le CROT est chargé parfois de mener des enquêtes sur toute la sous-région, voire même ailleurs, comme la Banque mondiale l'interpelle souvent. Donc la qualité, la performance, la compétence, l'ensemble de ces critères restent en tout cas de mise au Sénégal. Mais le problème, il est dans un autre angle. C'est comment et pourquoi à ce jour, on n'arrive pas à comprendre que notre recherche ne soit pas aussi opérationnelle. La question qui se pose, c'est la question des dotations de leurs fonds et de leur financement. Parce que le contexte dans lequel nous discutons, c'est une réalité qu'on ne doit pas contourner. Nous avons une recherche qui est là, des fonctionnaires qui sont à une obligation de réserve, mais nous qui devons se servir des résultats, si nous constatons que nous ne bénéficions pas de ce que nous avons dans le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et quand on constate que le bateau ne bouge pas, que nous n'avons pas vu les gens en recherche en mer, nous disons tiens, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Merci. Le bateau ne bouge pas, mais je pense que le bateau du CROT va bientôt bouger, n'est-ce pas, docteur Ahmed Diadio? Parce que c'était en réflexion et c'est presque terminé, n'est-ce pas, docteur Ahmed Diadio? Merci, madame. Vraiment, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour remercier vivement le ministère de l'économie maritime qui a consenti d'importants efforts pour permettre la réhabilitation du navire de recherche du CROT. La réhabilitation du navire de recherche du CROT devait se faire en 3 phases. Nous avons pu réaliser les 2 phases. Il nous reste la dernière phase. Je pense que si les fonds sont dégagés, nous espérons que au plus tard, au courant, à la fin du mois de septembre, on pourrait avoir un bateau opérationnel pour pouvoir mener les campagnes que nous avons programmées pour cette année. Un bateau opérationnel pour pouvoir mener les campagnes pour cette année. Honorable Thioune Baye Khali, on a constaté également pour ces dernières années une prolifération des usines de farine de poisson. Est-ce que cette présence de ces usines de farine de poisson ne sont pas des facteurs aggravant la surexploitation des ressources halieutiques? Merci. Là, c'est l'écologiste qui vous parle. Depuis 48 heures, je suis en contact direct avec la zone de Gandiol. Je ne parle pas des conséquences environnementales sanitaires, mais l'effort de pêche consenti pour approvisionner ces usines de pêche ne sont pas en règle avec vraiment une durabilité et une pérennisation de nos ressources. Parce que la destination farine-poisson, c'est nourrir les animaux. Et je pense que les profits n'ont pas plus de valeur que nos vies. Une pirogue par famille, maintenant c'est peut-être environ 5, 6, 10 pirogues par famille. Les pirogues sont de plus en plus grandes en termes de taille. Avant, on pouvait voir des scènes tournantes qui pouvaient peut-être débarquer 200 caisses. Maintenant, on parle de 400 caisses. Pour garantir la durabilité de la ressource, des politiques de gestion devraient être renforcées afin de réduire l'effort de pêche. Les politiques publiques de pêche également, qui doivent garantir la durabilité de la pêche, sont du ressort de l'État. Donc, de ce point de vue, si quelque part, dans la mise en place des politiques, il y a quelque chose qui cloche, l'État a sa part de responsabilité. Par exemple, lorsqu'on parle d'application des lois et des règlements, c'est à l'État de prendre des dispositions nécessaires pour appliquer les lois et les règlements. Mais du côté également des autres acteurs, des autres parties prenantes, des professionnels, évidemment, parce que les professionnels de la pêche
on les met dans la catégorie des usagers de la ressource. C'est eux qui capturent le poisson, c'est eux qui les utilisent, etc. Donc, ils ont une part de responsabilité. Moi, je crois que c'est une responsabilité partagée et aujourd'hui, nous devons vraiment prendre davantage conscience de la responsabilité que chacun et chacune a par rapport à cette problématique et que des mesures appropriées soient prises pour garantir la durabilité des ressources halieutiques. Ça me paraît assez fondamental. L'implantation des usines de farine de poisson sont entre autres des facteurs qui favorisent cette surexploitation des ressources. Les usines de farine de poisson ciblent effectivement, en tout cas sont beaucoup plus intéressées par les pélagiques. On est un peu divisé, hein, côté pêche artisanale. Au Sénégal, on nous dit qu'il y a environ 5 usines de pêche qui font de la farine de poisson. Si ces usines se limitaient au respect des normes, c'est-à-dire ne prendre peut-être que les déchets de poisson, ça n'aurait pas posé problème. Mais actuellement, ils sont en forte concurrence avec les femmes transformatrices, parce que peut-être une femme transformatrice n'étant pas capable de pouvoir acheter une caisse à 1000 francs, les usiniers seraient prêts peut-être à payer beaucoup plus cher, à 2000 par exemple la caisse, pour pouvoir concurrencer effectivement donc les femmes transformatrices. Et ce qui fait le plus mal à certains, c'est que on prend cette farine de poisson pour aller faire vivre des animaux ailleurs, alors que les populations au niveau national n'ont pas encore une sécurité alimentaire par rapport à la suffisance donc en poisson. Docteur Ahmed Diadio, nous venons de suivre ce reportage sur la surexploitation des ressources halieutiques en général et son impact également sur les populations, son impact également sur la durabilité de la ressource halieutique. Pensez-vous que ces espèces, dont les petits pélagiques, devraient être surexploitées? Je vais répondre autrement. Je pense que l'honorable Thioune l'a dit tantôt, a parlé du cas des farines de poisson qui pourrait constituer un facteur aggravant de la surexploitation. Mais en dehors de la farine de poisson, il y a d'autres facteurs très importants qui expliquent la surexploitation des ressources halieutiques. Vous avez des problèmes de marché. Vous avez, tant que les gens exploitaient la ressource pour la consommation des populations, ça se limitait dans des trucs, ça posait moins de problèmes. Mais lorsque l'activité de pêche est devenue une activité purement économique, vous avez des pirogues qui débarquent des quantités importantes de poissons uniquement pour le profit. Uniquement pour le profit. Parce que uniquement la demande est là. Il y a une demande importante qui est là, qu'il faut satisfaire. Ça peut poser problème. Il faut nourrir toutes ces populations, sachant que la population a augmenté, mais également la demande également est là. Donc, honorable, justement en parlant de cette forte pression exercée sur la ressource, nous voulions également savoir quelles sont ces conséquences même de cette surexploitation. Parce que quand on parle de surcapacité ou surexploitation, il y a également d'autres facteurs aggravants. Par exemple, au niveau de la mer, peut-être docteur Ahmed Diadio peut revenir sur ça. Il y a des gros poissons, comme je peux le dire sur mon entendement, qui vont se nourrir de ces petits pélagiques ou bien de ces petits poissons. Ça aussi, ça peut aggraver la rareté de la ressource également, je pense bien. Je pense que si vous prenez globalement les effets climatiques sur l'océan, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a un réel problème. La salinisation de nos eaux, l'acidification de nos eaux. Aujourd'hui, les indicateurs du changement climatique impactent beaucoup plus dans les ressources. Et vous avez une délocalisation de cette migration de pêche, ce qui était à la proximité des pêcheurs, se retrouve à des kilomètres et des kilomètres de l'agissement pour se migrer. Aujourd'hui, l'effort de pêche, ou bien le poids de capture qu'on avait en 4 heures de temps, aujourd'hui, pour l'avoir, il faut faire 10 heures de temps. C'est ça. Et ça, c'est des conséquences que nous constatons. Qu'est-ce qui est dû à cela? Mais c'est parce que nous avons un dérèglement climatique, un impact négatif sur l'océan. Et en plus de ça, nous avons une forte pression qui fait chuter quand même nos produits. Parce que l'on pêche où l'on veut, on ne régule pas. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de voir l'effort de pêche. Et le Sénégal a pris une mesure d'arrêter la construction des pirogues. On ne produit plus de pirogues. Alors, l'effort de pêche est aujourd'hui en train de se stabiliser. Mais, madame, il y a plus grave que ça. Nous sommes dans un contexte du Sénégal pétrole.
il fallait évaluer les stocks avant de parler d'exploration et d'exploitation. Parce que le pétrole n'est pas renouvelable. Et des mesures pourront suivre en complémentarité pour essayer d'avoir aujourd'hui des alternatives pendant les périodes d'exploitation avec des aires marines protégées, des zones de pêche protégées, pour que des zones de reproduction puissent permettre maintenant, aujourd'hui, une garantie, une alternative de gérer la demande des Sénégalais, mais aussi le profit à l'export, parce que le marché il est ouvert. Le marché est ouvert, il faut des aires marines protégées, des zones de pêche protégées, mais également il faut des plans d'aménagement. Et parce que quand on parle de ces plans d'aménagement, ça peut préserver la ressource, ça peut être également d'autres alternatives qui pourront servir de gérer durablement cette ressource. Donc, merci Dr Ahmed Diadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci madame. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est encore des remerciements à l'endroit de la RTS, mais également à l'endroit de l'honorable Thioune, qui est un partenaire de longue date de la recherche halieutique. Et vraiment, je pense que devant des personnes aussi engagées comme Thioune et devant l'engagement des autorités du ministère de la Pêche, je pense que la situation peut être relevée si vraiment tous ensemble nous mettons autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est faire avancer notre pays. Merci. La situation peut être changée si nous nous mettons tous ensemble pour changer la situation de notre pays au profit de toute la population sénégalaise. Merci encore une fois, Dr Ahmed Diadio. Merci également à vous, honorable Thioune Baye Khali. Votre mot de la fin? Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs, les téléspectatrices du Sénégal. Et d'ailleurs, nous remercions aussi la RTS de ce dialogue qu'il nous a offert et qui permet aujourd'hui d'échanger. Et la finalité, c'est que tous ensemble, nous devons changer le mode de gestion pour avoir une durabilité de l'océan. Alors changeons ensemble le mode de gestion. Comme je l'ai dit souvent, on ne change pas un climat, on change le mode de gestion du climat pour que le climat soit vraiment stable. Merci beaucoup, honorable. Changeons le mode de gestion, mais on ne change pas le climat. C'est sur ces notes que nous vous disons au revoir et merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission en pleine nature.